Bonsoir, soyez les bienvenus sur Télésud. Au sommaire de cette édition de ce vendredi 27 janvier, le gouvernement sénégalais a lâché du lest en tolérant aujourd'hui une manifestation de milliers d'opposants, initialement interdite avant une décision du Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade, contestée par l'opposition. Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Douimana, a demandé aux partis politiques agréés à se conformer aux dispositions de la loi sur les partis politiques dans un délai n'excédant pas 6 mois à dater de la promulgation de la présente loi. Il est demandé de déposer avant le 10 mars prochain la liste actualisée des 20 membres ressortissants de chaque province. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la deuxième édition du Festival international Soninké qui se trouvera du 17 au 20 février prochain au Mali, à Caille. Et pour nous présenter son programme, ce festival qui sert à promouvoir et valoriser la culture et la langue soninké, eh bien, nous recevrons dans le studio en fin de journal le président du festival, Diadier Soumaré. Le Premier ministre de l'Intérieur a levé ce vendredi l'arrêté interdisant toute manifestation publique. Réunis à la place de l'Obélisque, le mouvement du 23 juin et l'opposition attendent la liste des candidats à l'élection présidentielle du 26 février prochain. Reportage de notre correspondante Idlette Bissou. En début de semaine, le M23 dénonçait l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant toute manifestation publique entre le 27 et le 30 janvier. La levée de cette interdiction est survenue ce vendredi. L'opposition ne reste pas muette face à cette décision. Je crois que c'est simplement une faiblesse. Ils ont pris peur simplement. Ils ont pu comprendre que les Sénégalais sont déterminés et qu'ils sont prêts à la confrontation. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Les Sénégalais en ont ras-le-bol. S'il y a un prix à payer, nous sommes prêts à le payer et tout de suite. Parce que nous ne voulons pas d'une guerre infinie. Ils ne méritent pas cela et le Sénégal a envie d'autre chose. La place de l'Obélisque de Dakar, symbole fort du peuple sénégalais, devient de plus en plus convoitée en cette période préélectorale. Désormais lieu de plaidoyer et de revendication, le pouvoir et l'opposition s'y expriment. Après la journée de paix d'Abdoulaye Wade, c'est au tour du M23 d'occuper les lieux. Nous croyons que cette journée de la paix, tenue par le président de la République et son mouvement, ici sur la même place, c'était une journée de sabotage de la paix. Parce que la paix commence d'abord par le respect de la Constitution, commence d'abord par le respect de ses semblables, de ses concitoyens. La paix commence d'abord par la légalité et la justice. Se sentant trahis par Abdoulaye Wade, la jeunesse, flambeau de l'alternance et du renversement politique en 2000, lance un message. Abdoulaye Wade a trahi la jeunesse sénégalaise. Il a trahi les consciences des jeunes. Si la jeunesse, surtout nous étudiants, en 2000, on a voté massivement pour lui, c'est parce qu'on croyait en lui, un homme d'éthique, un homme de principe. Ce 27 janvier au Sénégal est un jour décisif pour le peuple sénégalais. Assis ou debout, tous attendent la liste des candidats à la présidentielle retenue par le Conseil constitutionnel. Le ministère de l'Intérieur du Burundi vient de demander aux formations politiques burundaises agréées de déposer à son ministère tous les documents attestant la légalité de leur parti, y compris les dossiers des membres fondateurs depuis les périodes d'agrément. Alors, est-ce un moyen pour museler l'opposition? Les opinions divergent chez les partis politiques. Certains pensent que cette disposition subtile du projet de loi consiste à créer, à favoriser des ailes dissidentes des partis d'opposition. Reportage Makalix Mouchitsi et Dimboluyo. Le ministère de l'Intérieur vient d'adresser une correspondance aux chefs des partis politiques agréés au Burundi, leur demandant de se conformer à une nouvelle loi régissant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Cette dernière stipule que chaque parti doit présenter un dossier constitué par un nouveau statut, les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs du parti, ainsi que la présentation de 20 noms des membres fondateurs dans chaque province. Il y a d'autres partis qui, depuis 5 ans, n'ont pas organisé un congrès, des partis qui n'ont jamais participé au processus électoral, des partis qui n'ont pas de représentation ni au niveau provincial ni au niveau communal. Je crois que ces partis ne devraient pas prétendre à une existence réelle. Je crois que notre correspondance ne vient que confirmer le fait au droit qui vient de... Sinon, ils étaient en réalité, de fait, ils sont dissous, mais ce n'est que le droit qui vient confirmer le fait. Cela étant, au sein des partis politiques et surtout ceux de l'opposition, on ne décolère pas face à cette nouvelle réglementation qu'ils considèrent comme un réagrément. On n'est pas d'accord avec cette démarche. On est agréé une fois pour toutes et jamais on ne peut pas être agréé 2-3 fois. On n'en est pas une fois, 2-3 fois, on est une fois.
Donc nous existons. Donc ce qui fait qu'il y a au niveau de cette loi des rapports qui nous sont demandés annuellement. Nous les avons toujours donnés. Dans les partis proches du pouvoir, dans lesquels se trouvent des branches dissidentes, le moment est opportun pour eux car le ministère de l'Intérieur pourra bien contrôler le fonctionnement de tous les partis politiques. Je crois que c'est une façon de pouvoir voir si réellement ces partis politiques fonctionnent à travers toutes les provinces du pays. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée au 5 mars prochain, soit au moment où on compte une quarantaine de partis politiques agréés au Burundi. Tirs de balles, gaz lacrymogène, c'était la panique totale hier, fin de matinée, à l'imité, partie est de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. À la base de ces échauffourées, la décision par Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, de prendre officiellement ses fonctions de président de la République en allant s'installer au Palais de la Nation, bureau du président réélu, Joseph Kabila. Pour l'instant, aucune perte humaine n'est à déplorer, mais il y a eu quelques arrestations et bavures attribuées aux forces de l'ordre. Les étudiants de l'Institut facultaire des sciences infirmières, situé rue Limitée, disent avoir subi des actes barbares qu'ils imputent aux éléments de la police nationale. Malgré les assurances du gouvernement, Étienne Tshisekedi semble être à ce jour assigné à résidence. Le président national de l'UDPS ne peut plus quitter sa propre résidence pour quelque motif que ce soit. Bras de fer engagé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud en prélude au sommet des chefs d'État africains prévu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. L'élection du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine ainsi que celle des 8 commissaires domine les débats. Le président en exercice de la Communion de l'Union africaine, Jean Ping, lui, sollicite un second mandat et il y a droit à un deuxième mandat de 4 ans en vertu du statut de la Commission. Mais il devra faire face à la candidature de la ministre sud-africaine de l'Intérieur, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui se décrit comme une activiste en genre et une réformatrice. Et puis conformément au principe aussi de rotation géographique, la présidence de l'Union africaine doit revenir en 2012 à l'Afrique de l'Ouest. Donc à la surprise générale, le Nigeria vient de déposer sa candidature à la présidence tournante annuelle de l'Union africaine. En clair, le président Goodluck Jonathan souhaite succéder à l'équato-guinéen Obiang Nguema. Opération réussie à Libreville, les grands travaux réalisés pour faciliter l'accès du réseau routier aux usagers permettent une meilleure fluidité du trafic. Les échangeurs de Yai, de Nzang-Ayong et de charbonnage ont été livrés et réceptionnés la semaine dernière par le Premier ministre Paul Biya et le ministre des Infrastructures, le professeur Léon Zouba. Même si ces infrastructures sont provisoires, leur présence satisfait les Gabonais qui ont pu rallier sans difficulté le stade de l'Amitié pour assister au triomphe des Panthères face au MENA du Niger lundi dernier. Des précisions, Linda Robert. Les nouvelles infrastructures réalisées à Libreville soulagent les voies habituellement engorgées. Les échangeurs rendent la circulation plus fluide. Conséquence, les routes secondaires sont moins empruntées. De nombreux Gabonais se réjouissent de la réalisation des échangeurs de Yai, de Nzang-Ayong et de charbonnage. Ce, malgré un certain retard dans la livraison et la gêne provoquée par les chantiers. Je vois que maintenant qu'il y a les échangeurs, ça ne cause plus d'embouteillage. Mais les échangeurs, c'est une très bonne chose. Nous souhaitions depuis avoir des échangeurs, compte tenu que l'engorgement au niveau de la circulation commençait à désemparer tout le monde. Les premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations constituent un test sur l'efficacité des échangeurs. Depuis qu'on a fait l'échangeur, il n'y a plus tellement d'embouteillage, les voitures passent facilement, ça ne cause plus d'embouteillage. La circulation est libre, ça nous arrange toute la population en tout cas. Les échangeurs arrivent à désengorger, à solutionner un peu le problème des embouteillages à Libreville. Les échangeurs n'ont été mis en service que peu de jours avant le lancement de la CAN. Dans l'attente de la finition complète des travaux, les amoureux du ballon rond peuvent se rendre plus facilement au stade. La livraison définitive des ouvrages interviendra dans 90 jours. Le Cameroun connaît depuis de nombreuses années une recrudescence des accidents de la route, une situation alarmante qui a amené le gouvernement camerounais en partenariat avec la République de Corée à créer le Centre national des urgences à l'hôpital central de Yaoundé. Des détails avec Dorothée Doumbé. Au Cameroun, les statistiques des accidents de la route sont alarmantes. Tenez par exemple, en 2011, l'on dénombre plus de 8000 cas d'accidents de la route qui ont causé plus de 2000 décès. Chaque année, 5 à 6 000 cas d'accidentés arrivent à l'hôpital central de Yaoundé pour le suivi.
Pourtant, le service des urgences ici est toujours débordé par manque de moyens matériels, humains et infrastructurels pour accueillir les accidentés de la route. La création et la construction du premier centre national des urgences du Cameroun va permettre un meilleur suivi des accidentés. Ce centre va permettre à ce que, pour tout ce qui concerne les aspects traumatologiques, nous puissions sauver des vies, nous puissions vite prendre en charge et permettre à ce que les patients n'aient pas d'handicap à l'issue de leur guérison. Le Centre national des urgences du Cameroun est le fruit de la coopération Cameroun-Corée. Il a un coût global de 2,2 milliards de francs CFA. Il sera le lieu d'évacuation systématique des malades de traumatologie, d'où sa proximité avec l'hôpital central de Yaoundé, un centre hospitalier de référence en Afrique centrale. Des journées scientifiques béninoises sur le VIH-Sida pour faire le bilan des recherches au Bénin et dans le monde et les présenter aux populations. La 3e édition a pour thème central accès universel, appropriation et engagement des acteurs. Maximien Benoît. Plus de 20 ans après la découverte du sida au Bénin, le pays s'est engagé dans des actions dont il est important de partager les avancées et les résultats si l'on veut être en harmonie avec les objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Cette 3e édition des journées scientifiques béninoises sur le VIH-Sida va donc permettre aux chercheurs béninois et acteurs de lutte contre le VIH-Sida de faire le bilan du chemin parcouru, notamment dans le domaine de la recherche et des différentes prestations liées à la lutte contre le VIH-Sida. Ces journées donnent ainsi l'opportunité aux chercheurs du Bénin et ceux venus des divers horizons d'informer le public béninois sur les résultats de leurs travaux. De la première édition en 2007 à cette 3e édition, le nombre d'astrates sélectionnés par le comité scientifique est passé de 35 à 55, puis à 74. Cette amélioration quantitative et qualitative témoigne de l'engagement de plus en plus fort des acteurs béninois qui s'investissent dans la recherche, engagement que nous devons mettre au service de l'accès universel à la prévention, aux soins et au traitement. À partir de cette 3e édition des journées scientifiques béninoises sur le VIH-Sida, le vœu en cette année 2012 est de voir les chercheurs et les différents acteurs s'engager résolument dans la lutte contre la pandémie et de s'approprier le contenu du thème central de ces journées. Accès universel, appropriation et engagement des acteurs. La coopération canadienne, à travers le programme alimentaire mondial PAM Mali, vient de faire un don de matériel roulant et informatique au ministère de la Santé du Mali, des matériels destinés au projet de santé nutritionnelle à assise communautaire à Caille, en première région du Mali. Objectif, réduire le niveau de malnutrition aiguë globale au-dessous de 5% d'ici à 2015. Détail, Nagnan Aliou Traoré. D'une valeur de 120 millions de francs CFA, ce don du programme alimentaire mondial PAM est composé de 6 véhicules tout-terrain, 11 motos et des équipements informatiques. Ce don vient en complément des activités déjà opérationnelles de l'organisation onusienne. Ce don renforcera la capacité des acteurs communautaires et techniques de la santé en matière de prévention, dépistage, prise en charge, planification, suivi et évaluation et gestion de programmes de nutrition. Ce don est fait à travers le projet Santé nutritionnelle à assise communautaire à Caille, en première région du Mali. Un projet financé par le Canada sur une période de 5 ans pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Cet appui intervient à un moment où les indicateurs de santé maternelle et infantile et de nutrition au Mali sont parmi les plus faibles de la région ouest africaine, malgré les progrès constatés ces dernières années. Dans ce cadre, il est donc essentiel d'accélérer les efforts pour renforcer le système de santé malien. Cette participation du Canada au programme vise à renforcer le système de santé tout en augmentant les investissements dans ce domaine.
Les pêcheurs congolais utilisaient jusque-là des techniques rudimentaires de pêche, une technique qui ne pouvait nullement permettre une productivité accrue et garantir des intérêts économiques. Désirant utiliser des techniques modernes de pêche, des artisans se sont donné rendez-vous à Brazzaville pour trouver des moyens d'améliorer leur rendement de la pêche. Reportage Boris Agapit Miatoloka. Gilets de sauvetage enfilés, matériel de pêche préparé, pirogues équipées de hors-bord. Une gamme de logistique mise à la disposition de ces pêcheurs. Ils doivent expérimenter les connaissances acquises de la formation sur l'assimilation des nouvelles techniques de pêche. Pour le faire, une partie de pêche sur le fleuve Congo suffit. L'objectif n'est pas d'apprendre à pêcher, mais d'échanger d'expériences et d'améliorer leur rendement de pêche. La pêche et l'aquaculture continentale en République du Congo devraient s'arrimer à la modernité. Une modernité qui impose aux pêcheurs d'utiliser les techniques de pêche modernes, précisément le filet de trémaille. Il y a 2 armailles de chaque côté et il y a une nappe pêchante qui est là. Voilà. Donc le principe de ce filet, c'est à la différence de ce que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est un filet droit, donc à une seule nappe. C'est un filet qui est à la fois sélectif, parce que vous pouvez constater que ce sont des mailles de 100 qui tirées, des mailles de 50, et à la fois qui attrape tout. Sélectif en quoi? Sélectif parce que les petits poissons de petite taille vont passer à travers. Mais les poissons de taille commercialisable vont être pris. Les explications du formateur assimilé, ces pêcheurs venus des 4 coins du Congo embarquent à bord des pirogues afin de réaliser une partie de pêche. Assis sur les bordures du fleuve Congo, Elo Matson Mampouya, ministre congolais de la pêche et de l'aquaculture, suit ces pêcheurs expérimenter les connaissances acquises. Sa réaction. Je constate que les pêcheurs dans leur ensemble se réjouissent de la tenue de cet atelier qui leur permet de s'approprier les nouvelles techniques de pêche. Et ils quittent là évidemment les filets traditionnels pour des filets plus adaptés à la pêche, à une pêche moderne. Et c'est donc des filets trémailles qu'on a présentés ici, des filets droits et même des palangres qui leur permet donc d'augmenter la production dans le respect effectivement des règles d'une pêche responsable qui garantissent une gestion durable. Cette séance pratique participe du renforcement des capacités des pêcheries congolaises. Le festival international Soninké est une initiative des Soninké vivant en Afrique et dans la diaspora. Son principal objectif est de promouvoir et de valoriser la langue et la culture Soninké. La première édition a eu lieu l'année dernière, en février 2011. Et pour la deuxième édition, la communauté Soninké se mobilise déjà pour la réussite de cet événement qui aura lieu du 17 au 20 février prochain. Partons donc à la découverte de la culture Soninké. Moïse Moukoro. CAI février 2011, des chants, de la musique, des danses et de la bonne humeur. Cette année, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous pour une grande première, la célébration de la culture Soninké. Le pari est osé pour les initiateurs du projet. La culture et les traditions Soninké se perdent avec l'urbanisation, les voyages et la rencontre avec d'autres cultures. Les Soninké voyagent beaucoup et vivent loin de leur environnement. Pour l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, il était plus qu'indispensable de mobiliser toutes les énergies. Et c'est une réussite. Le peuple soninké répond avec enthousiasme à l'appel. Après le succès de la première édition, la communauté soninké se mobilise pour l'organisation de la 10e édition du festival. Un rendez-vous culturel qui se veut un tournant dans les 4 pays où sont présents les Soninké, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal et bien entendu le Mali. Pour cette 2e édition qui aura lieu du 17 au 20 février à CAI, les organisateurs se fixent comme objectif de faire du festival un rendez-vous culturel d'envergure internationale, renforcer la coopération entre les Soninké d'Afrique et la diaspora. Au programme de cette rencontre pour la promotion de la langue et de la culture soninké, des expositions et des conférences sur l'histoire du peuple soninké, tout au rythme des chants et des danses. Et pour nous présenter ce festival international Soninké, nous recevons le président du festival, Diadier Soumaré. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Patricia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Soumaré, c'est la 2e édition. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce festival international Soninké? Merci Patricia, merci à toute l'équipe de Télé-Sud de nous donner l'occasion de venir parler de ce festival international Soninké ce soir. Comme vous avez si bien dit, qui aura lieu du 17 au 20 février 2012 à Caille. Alors, comme vous le savez, depuis 50 ans, les États ouest-africains font des efforts pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain, en particulier les langues, parce que si les langues meurent, le reste s'en va avec elles. Et ces efforts ne peuvent aboutir s'ils ne s'appuient pas sur la société civile. Donc les associations qui sont à la fois sur le terrain en Afrique, mais aussi dans la diaspora. Alors je ne peux parler que principalement de l'APS en France, qui rassemble tous les Soninké de France, et qui est association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, qui œuvre depuis 33 ans. Et 2011 a été l'occasion justement de prendre d'initiatives collectives de toutes les associations, qu'elles soient du pays, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, ou la diaspora, pour organiser ce festival qui a pour objectif justement de mettre en réseau l'ensemble de toutes ces énergies qui se développent depuis 50 ans et à un moment donné pour donner un second souffle. Vous avez le sentiment que les jeunes, par exemple en France, délaissent leur culture soninké? Ben, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Dans la mesure où les parents vivent dans une culture dominante, donc il était important que les parents se mobilisent pour créer des lieux de rencontre entre les jeunes et entre les parents pour que les jeunes puissent découvrir une partie. Et on a eu aussi à organiser un certain nombre de voyages pour les jeunes dans les pays. Et ce festival, justement, donne l'occasion à ces jeunes de venir se ressourcer sur le terroir. Et justement, cette 2e édition, il y aura environ une 40aine de jeunes nés en France. Pas seulement leur présence, mais les images qu'ils ramènent et les discours qu'ils ramènent, ça alimente les discussions entre la 2e et maintenant la 3e génération qui pointe. Donc, M. Soumaré voulait dire que les jeunes qui vivent au Mali sont plus conservateurs, traditionnels, quant à la préservation de la culture soninké? Pas forcément, justement. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui se rendent compte que perdre cette culture et ces valeurs culturelles et cette langue, c'est une grosse perte alors qu'ils peuvent la conserver. C'est eux qui se rendent compte plus que ceux qui sont sur le terrain. Et c'est justement l'action du festival, c'est de mettre ensemble tous ces publics-là pour que ceux du pays aussi se ressaisissent en disant « vous avez quelque chose d'important, vous pouvez apprendre les autres langues, vous pouvez connaître les autres cultures, mais ce qui vous appartient, qui vient de millénaires, faites tout pour le conserver parce que ça fait partie de vous-même. » Alors pour cette 2e édition, vous avez choisi le Mali. Et pourtant, les Soninké sont au Sénégal, en Guinée, en Mauritanie. Pourquoi le Mali? Alors, parce que la première édition, nous avons décidé de le faire au Mali, à Caille, qui est un carrefour des 4 pays, facile d'accès pour tout le monde. La 2e édition, avant de se séparer, on s'est mis d'accord de façon consensuelle, le refaire à Caille. Mais le principe qui a été acté à l'initiative, c'est que ce festival doit être tournant. Il est possible qu'en 2013, que la Mauritanie va solliciter. Il est possible qu'un autre pays peut solliciter. Et il aura le droit de solliciter. En principe, rien ne s'opposera. Alors, et pourquoi cette définition aussi, valoriser, promouvoir? Et dans cette journée, justement, il y a un programme que vous avez mis en avant pour promouvoir. Alors, c'est quoi? C'est les chants, la danse, des débats? Alors, la partie journée, c'est essentiellement des conférences et des débats. En partant de l'histoire des Soninké, de Ouagadougou, avant Ouagadougou, jusqu'à Ouagadougou et jusqu'à nos jours. Donc il y a des professeurs qui vont intervenir sur ces questions, comme Youssouf Tata Cissé qui est connu universellement, et Madiaron Tanyugora. Donc ces professeurs, ils sont plusieurs,
vont développer justement cette partie historique. Il y a un autre aspect aussi, souvent en Afrique de l'Ouest, on confond l'islam et tradition. Il faudrait que ces professeurs arrivent à décortiquer la partie religieuse et la tradition, parce que l'islam existe dans le monde aujourd'hui, mais chaque continent fait la séparation entre sa tradition et la religion. Mais en Afrique de l'Ouest, dommage, il y a assez de confusion. Et ce festival va aussi contribuer justement à décortiquer que la tradition, c'est notre tradition n'est pas arabe. Voilà. Diadier Soumaré, dernière question. Il y a une journée demain qui est très importante. Il vous faut lever des fonds. Alors, combien vous faut-il et à quoi vont-ils servir ces fonds? Alors, combien faut-il? Il nous en faudrait beaucoup, puisque le budget, c'est 340 000 €. Il y a déjà des partenaires qui ont déjà donné une partie, mais il en reste encore. À quoi ça va servir ces fonds? Ces fonds vont servir justement à permettre aux chercheurs d'être sur le terrain, à permettre aux médias d'être sur le terrain et également à accueillir tout le monde dans les meilleures conditions et en même temps que les gens repartent dans les bonnes conditions. Et cela ne peut pas se faire si on n'a pas les moyens. Alors, je fais un appel à l'ensemble de la communauté soninké et ses amis de toute l'Afrique et également de France. Très bien. Je vous remercie, Diadier Soumaré. Je rappelle que vous êtes le président du Festival international Soninké. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le gouvernement sénégalais a lâché du lest en tolérant aujourd'hui une manifestation de milliers d'opposants, initialement interdite avant une décision du Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade, contestée par l'opposition. Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Uwimana, a demandé aux partis politiques agréés à se conformer aux dispositions de la loi sur les partis politiques dans un délai n'excédant pas 6 mois. À dater de la promulgation de la présente loi, il est demandé de déposer avant le 10 mars prochain la liste actualisée des 20 membres ressortissants de chaque province. Et puis nous avons parlé de la 2e édition du Festival international Soninké qui s'ouvrira du 17 au 20 février prochain à Caille, au Mali, un festival pour promouvoir et valoriser la langue et la culture soninké. Et puis nous avons bien sûr reçu dans le studio le président du festival, Diadier Soumaré. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information demain, le JT du week-end à 21 h, une édition tout en images. Et puis dès lundi prochain, ce sera Nidia Paliakara à 21 h pour une nouvelle édition. Alors n'oubliez pas, je sais vous bouillez d'impatience, place maintenant au JT Sport, présenté par notre Ahmed national, Ahmed Parezo. Bon week-end et reposez-vous bien.